J'accueille ce matin également Sarah Feinberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INSS, c'est cela? Oui, tout à fait. C'est l'Institut de recherche sécuritaire en Israël. Vous êtes également spécialiste de la Russie. Alors, on a entendu, il semble y avoir une grande différence entre ce qui se lit dans la presse et ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a encore une chance d'arriver à un accord entre ces rebelles séparatistes et le gouvernement ukrainien? Pour l'instant, comme l'a indiqué votre correspondante, il est très difficile de croire au fait que les négociations de paix puissent effectivement aboutir, à ce que le cessez-le-feu soit respecté. Aujourd'hui, vous savez, il y a une journée de silence dans la région. Donc effectivement, les perspectives... Une journée de silence, ça voudrait dire essayer un cessez-le-feu, en tout cas temporaire. Un cessez-le-feu temporaire afin que le groupe de travail sur l'Ukraine, donc composé de la Russie, des rebelles, du gouvernement officiel ukrainien et de l'OSCE, puisse effectivement entériner un nouvel accord de paix. Donc il s'agit d'une journée de silence. On va voir si elle va être respectée ou non. Mais au-delà de cela, la perspective d'arriver à un accord de paix me paraît de plus en plus mince et fragile, étant donné les répercussions de la crise ukrainienne, à la fois dans les relations entre la Russie et les États-Unis, mais aussi dans le conflit au Proche-Orient. Qu'est-ce qui reste de bloquer justement dans ces négociations? Quel est le principal point d'achoppement? Le principal point d'achoppement, il est simple, ce sont les sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Et si vous voulez comprendre cette réalité, tout tourne autour de la question des sanctions. La Russie a adopté une politique extrêmement violente, extrêmement agressive. On l'a vu notamment lors du discours de Poutine, l'adresse qu'il a faite à l'Assemblée fédérale. Mais derrière les couloirs, en coulisses si vous voulez, on a une politique de, je dirais presque de supplication de la Russie qui veut que les sanctions soient levées, mais elle veut le faire en gardant la face. En gardant la face. Donc c'est cela la clé, si vous voulez, de toute cette affaire ukrainienne, et on le retrouve sur le dossier européen et sur le dossier moyen-oriental. Donc ça veut dire que les sanctions font réellement effet, font réellement pression sur Vladimir Poutine, sur la Russie. Si l'on suit la presse russe tous les jours, comme je tâche de le faire, on voit que la question de la crise économique, de la dévaluation du rouble, de manque de perspectives pour l'année à venir, des coupes budgétaires. La Russie vient de voter la nouvelle loi sur le budget 2015-2016. On voit que cette question est au cœur des priorités russes. Et même si Poutine essaye de faire passer ces sanctions comme une chance pour la Russie, comme une opportunité, comme un moyen pour elle de développer son R&D, son Research and Development, et de développer ses propres ressources au niveau de l'industrie agroalimentaire, au niveau des hautes technologies, on sent bien que la Russie est en train d'arriver dans un point mort et qu'elle va devoir calmer le jeu un petit peu, parce qu'on sent que la Russie prend toujours le contre-pied des positions européennes, des positions du reste de l'Occident, que ce soit dans la crise ukrainienne, en Syrie, même sur l'Iran, hein, la Russie qui est proche de l'Iran. Finalement, est-ce qu'on doit s'attendre à une position un petit peu plus flexible dans les prochains mois de Moscou? Eh bien, écoutez, mon hypothèse, nous suivons ça tous les jours avec notre équipe à l'INSS. Mon hypothèse, on va voir si ça va se confirmer, c'est que la Russie, pour l'instant, a tenté toutes les cartes pour que les sanctions soient levées. Aucune n'a marché. Et la Russie, ces derniers temps, a eu une activité extrêmement forte dans la région, c'est-à-dire dans notre région au Moyen-Orient, rencontrant Erdogan, se rendant au Soudan, approchant les Saoudiens, approchant les Palestiniens également. La dernière déclaration. Et la dernière visite de Bogdanov auprès de Nasrallah au Liban. Et mon hypothèse serait que la Russie serait capable de dire aux Américains, derrière la scène, écoutez, nous lâcherons Assad, mais vous levez les sanctions. La dernière carte de la Russie dans la région, c'est plus l'Iran, puisque l'Iran négocie avec les Américains, c'est Bachar el-Assad, c'est la Syrie. Les Américains veulent que Bachar tombe, et peut-être, on pourrait imaginer, peut-être que on pourra commenter cette information, que les Russes diront, écoutez, nous lâchons el-Assad,
mais vous levez les sanctions. Donc c'est ça le grand jeu. Reste quand même isolé, mais François Hollande s'est rendu à Moscou récemment et on a l'impression qu'il y a eu quand même un début de dialogue entre les deux hommes, peut-être un début de réhabilitation de Vladimir Poutine sur la scène politique internationale. C'était une rencontre impromptue qui a été organisée au dernier moment par Angela Merkel et Hollande. Ça a été fait en conciliation avec les Allemands, concertation avec les Allemands. La question des Mistral n'a pas été évoquée, comme vous le savez. À mon sens, il s'agit pour Hollande, qui est en ce moment dans des grandes difficultés politiques, de se donner la place que Sarkozy avait prise lors de la crise géorgienne, c'est-à-dire d'apparaître comme le grand négociateur européen. Le grand médiateur. Exactement, pour sortir de cette crise européenne. Il a évidemment en tête les prochaines élections présidentielles. Est-ce que finalement le rôle de la crise ukrainienne est central dans les relations entre Moscou et l'Europe, ou c'est un prétexte selon vous? Alors selon la Russie, c'est un prétexte, puisque comme vous le savez, les Russes ont officiellement dit que, crise ukrainienne ou pas, l'Occident aurait de toute façon introduit des sanctions économiques contre la Russie afin de diminuer, et je cite Poutine, son potentiel de développement. La Russie perçoit de manière très réelle, et elle n'a pas tort sur tous les points, que l'Occident a tout fait pour diminuer la puissance de développement et l'influence de la Russie sur un certain nombre de dossiers. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la crise ukrainienne n'est pas centrale. Pour le moment, elle reste centrale et on le voit, encore une fois, nous parlons depuis Tel Aviv, sur tous les dossiers dont nous traitons ici, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, on voit que cette crise ukrainienne reste au cœur des conflits qui achoppent entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup, Sarah Feinberg, d'avoir été avec nous.